Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors après une première masterclass sur les attentes d'un fonds d'investissement en matière de pilotage du cash, une seconde masterclass sur l'optimisation de la facturage. Eh bien aujourd'hui, vous ne manquerez pas une bonne occasion de faire bonne impression avec les conseils et les bonnes pratiques de notre leader inspirant aujourd'hui, Frédéric Wessinon. Alors Frédéric, il a une histoire inspirante. Il a voulu s'ouvrir aux autres quand il était plus jeune, soigner sa timidité. Il est devenu comédien, metteur en scène, professeur de théâtre. Frédéric également transmet ses talents aux membres de la FDCC depuis près de 8 ans, hein, puisqu'il est également formateur. Il est également le monsieur loyal de la journée crédit, hein, pour ceux qui viennent avec plaisir à notre journée crédit annuelle. Eh bien, vous avez la chance de le côtoyer, de l'entendre animer ce rassemblement. Il est donc notre source d'inspiration aujourd'hui. Frédéric va donc animer cette masterclass sur la prise de parole en public. Frédéric, je te transmets le bâton pour que tu puisses non pas battre, mais surtout nous donner, nous perfectionner, nous donner les bonnes pratiques pour effectivement faire bonne impression, que ce soit pour une prise de parole en public, pour préparer une présentation, pour votre N+1, pour un PDG, pour un directeur financier, pour votre équipe également. Frédéric, tu as la parole. Merci Sylvain, bonjour tout le monde. C'est une joie pour moi d'être là. Pour moi, ça va être un challenge, c'est-à-dire d'échanger avec vous dans un temps très court, moins d'1 heure. C'est le challenge, et voilà, c'est super, ça me donne un objectif. Et durant ce partage, je vais vous exposer mon point de vue par rapport à la prise de parole. Il faut savoir que chaque personne qui peut intervenir autour de ce sujet va avoir un angle d'attaque. Sans plus tarder, je vais passer au support. Alors, la manip partagée. Tac. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Sylvain, tu peux me dire si c'est OK? Très bien. Alors aujourd'hui, 14 juin 2023, nous entrons dans la prise de parole. Notre sommaire, donc je vais vous exposer rapidement mon parcours dans un premier temps. Ensuite, nous allons voir l'importance de l'intention et de l'engagement au niveau de la prise de parole. Nous allons voir une petite chose, voilà, c'est un code secret qui s'appelle le RPRGV. Je dis secret, mais il y en a qui connaissent déjà. Et nous allons voir en quoi ça consiste le RPRGV. Et vous verrez que rien que déjà avec cela, vous aurez les notions pour être plus impactant au niveau de la prise de parole. Ensuite, nous verrons ce qui se passe au niveau de nos pensées et de nos émotions lorsque nous nous préparons à prendre la parole. Je ferai de manière succincte, sinon on en a pour très, une journée, 2 journées. Il y a 2 journées de formation en général autour de tout ça. Alors, c'est parti. Donc, au niveau de mon parcours, les gens ne me croient pas, mais je reste toujours timide. Je vous assure, j'ai toujours une petite peur. Voilà, j'ai toujours cette angoisse quand je vais m'adresser à un auditoire. Je me pose toujours la question, est-ce que ça va passer? Est-ce que je vais être apprécié? Donc, la timidité, c'est cette crainte, c'est ce sentiment d'insécurité que l'on peut avoir face au regard des autres, et parce qu'on sait qu'on va être jugé. Et donc, ça peut avoir une espèce de retour sur soi au niveau du manque de confiance et nous amener à un repli sur soi et donc face au doute. Et moi, je doute toujours. Simplement, je sais comment dépasser cela puisque j'ai déjà eu plusieurs expériences qui m'ont montré que ça allait très bien se passer. Donc, la timidité, c'est ce masque de soi que l'on cache derrière. J'aime cette image parce que nous avons tous différents masques. Le masque, je parle de moi, le masque du père, le masque du conjoint, le masque du professionnel, le masque encore, comme je travaille dans différents secteurs, donc j'ai plusieurs masques. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir et de se dire, tiens, je vais choisir quel masque. Nous allons voir ça au cours de la présentation. Donc, j'ai commencé à être très timide et j'avais besoin, c'était quasiment vital, j'avais besoin de me relier aux autres. Et j'ai trouvé, alors, hop, j'ai trouvé le moyen en... voilà,
un jour, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et j'ai eu la chance de découvrir cette école de théâtre. C'est une école qui se trouve au pied d'une tour. La compagnie s'appelle le Théâtre Par le Bas. Le Par le Bas, parce qu'au bas de la tour, et puis aussi, j'ai eu la chance, je suis tombé au bon endroit, c'est qu'on travaillait très corporellement. Et moi, ça m'allait très bien parce qu'au début, je ne parlais pas. Et cet escalier-là, je suis resté mais des minutes, une demi-heure avant d'oser le franchir le premier jour. Et c'est lorsque la porte s'est refermée que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai sauté le pas, j'ai monté l'escalier, je suis venu toquer à la porte et ma vie a changé à partir de là. Je suis entré dans un autre monde. J'ai découvert un endroit où j'avais une place. J'ai découvert un endroit où j'ai appris à parler. J'ai découvert un endroit où j'ai appris à gérer mes émotions, donc à dépasser ma timidité. Et de fil en aiguille, cet endroit m'a amené à performer, à jouer sur scène dans différentes équipes. Là, c'est une photo d'un spectacle qui a été fait au Pays Basque. Et j'aime beaucoup cette photo puisqu'on voit l'intensité du regard, des choses qu'on verra tout à l'heure. Et rien que le regard, si on avait le temps, je vous poserais la question, qu'est-ce que vous voyez dans ce regard? Qu'est-ce que ça exprime pour vous? Et on pourrait échanger par rapport à ça. Bon, là, je vous dis, je vais essayer d'aller très très vite. Mais si vous avez des questions, à la fin, on posera des questions. Euh, L'exposition. Là, ça a été le moment où, euh, en tant que comédien professionnel, je suis rentré dans la lumière. J'ai accepté de rentrer dans la lumière. Et à chaque fois, c'était une gageure. À chaque fois, c'était comment je fais. Mais comment je fais? Au fur et à mesure, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, 35 ans. Et en définitive, je me dis que chaque personne est héros, héroïne de sa vie. Et si nous imaginions que nous étions, que nous sommes des super-héros, des super-héroïnes, qu'est-ce que ça donnerait? Et si nous mettions nos masques de super-héros, de super-héroïnes, qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Quel costume? Comment cela pourrait se préparer? Et c'est là que nous allons rentrer dans la première partie qui concerne l'intention, l'engagement. Qu'est-ce que ça signifie? L'intention. Quand on regarde le terme, pardon, quand on regarde le terme, ce qui est intéressant, c'est intention, ce qui est en tension dans mon esprit, ce qui me met le fil conducteur vers mon résultat. Et donc, lorsque je commence quelque chose, c'est que je me pose la question de mon objectif. Qu'est-ce que je veux atteindre comme résultat? Si c'est sur une mise en scène, qu'est-ce que je veux faire éprouver aux spectateurs à travers l'histoire que nous allons raconter avec les comédiens et les comédiennes? Lorsque c'est sur une formation, c'est qu'est-ce que je voudrais que les alternants traversent comme expérience pour pouvoir maîtriser telle ou telle compétence. Et donc, c'est un objectif en termes d'information à transmettre, mais pas que. C'est un objectif aussi en termes d'état d'esprit. Que j'ai dit quelle expérience je voudrais faire traverser mon auditoire, c'est de cette manière-là. C'est qu'est-ce que je voudrais que mon auditoire éprouve, quelles émotions. Parce qu'on se rend bien compte, et vous l'avez, j'imagine, tous, toutes vécu, lorsqu'on n'a que des informations qui tombent de manière up-down, bah, au bout d'un moment, on a besoin de souffler, on a besoin d'être concerné. Et pour être concerné, rien de tel que de mettre quelques petites anecdotes qui vont faire réagir et qui vont parler au niveau émotionnel à l'auditoire. Donc, au niveau de l'intention, c'est l'objectif, l'état d'esprit ou la couleur de ma présentation. Et ensuite, il y a l'engagement. Comment se passe l'engagement? L'engagement, c'est une question de présence. J'adore cette photo parce qu'on a deux petits garçons qui sont en train de discuter et on voit bien comment ils sont présents l'un à l'autre. Quand on regarde l'orientation de leur corps, rien que leur corps se parle. Il y en a un qui est engagé vers l'autre et l'autre qui est à l'écoute et qui reçoit. Donc c'est important de se poser la question au niveau de mon engagement, c'est comment je suis présent devant mon auditoire pour transmettre l'information. Et on voit bien la notion du corps qui intervient. Si je suis juste devant, debout, tel un piquet, au bout d'un moment, c'est morne,
Au bout d'un moment, on s'ennuie. Au bout d'un moment, tout le monde sort les téléphones et on a d'autres choses à faire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment se rendre vivant. La couleur rouge, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la vie qui traverse le corps. Donc, comment engager le corps dans ce que nous sommes en train de présenter? Donc, l'engagement, ce n'est pas simplement au niveau de la voix, de ce que l'on dit. On est bien conscient qu'il y a le langage non verbal qui participe à tout cela. Et une dernière chose, c'est la précision. Comment être précis dans ce que je fais pour que cela soit perçu de la manière la plus profonde par mon auditoire. Alors, pour faire cela, je vous présente un outil, nom de code RPRGV. Et qu'est-ce que c'est RPRGV? Ça a l'air très, très compliqué comme ça. Moi, je me suis amusé, je me suis dit comment je peux synthétiser tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté pour que ça puisse parler au plus grand nombre. RPRGV, c'est simple. C'est la respiration, c'est la posture, c'est le regard, c'est la gestuelle et c'est la voix. 5 paramètres qui, à force d'expérimentation, vont permettre de structurer votre présence dans votre présentation. Commençons par la respiration. La respiration, nous avons donc nos poumons, lorsque nous inspirons, nous faisons entrer de l'air. La plupart du temps, nous utilisons la respiration thoracique. Donc, c'est cette respiration qui concerne le haut des poumons. Et cette respiration va avoir tendance à effectuer une pression au niveau des cordes vocales. Donc, l'idée, c'est d'essayer de respirer le plus profondément possible en utilisant aussi la respiration ventrale. C'est que si je prends une profonde inspiration en faisant rentrer de l'air dans le bas des poumons, cela va avoir pour effet que les poumons, en se gonflant, vont faire abaisser le diaphragme qui est là et le ventre va s'arrondir. Donc, l'idée, c'est comme si en inspirant, je vais remplir d'air le ventre. Il n'y a pas d'air qui va dans le ventre, mais c'est le processus qui donne l'impression qu'il y a de l'air. Et ainsi, vous allez pouvoir, avec la respiration, contrôler l'émission de l'air pour venir faire votre son. Donc la respiration est très importante, elle intervient dans la bonne émission du son. Plus je respire large et plus je vais pouvoir avoir un son qui sera fort si j'en ai besoin et donc qui va pouvoir avoir une force, un impact dans ce que je vais dire. La respiration intervient aussi au niveau de la détente musculaire et nerveuse. S'entraîner à respirer avant d'aller prendre la parole en public, pas le jour même, hein, pas les 5 minutes avant. Non, c'est une hygiène de vie pratiquement à avoir, de se donner 3 minutes de respiration tranquille, profonde, sur 5 secondes en inspiration, 5 secondes en expiration. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. Vous regardez sur Internet, la cohérence cardiaque, vous faites cet exercice-là. Qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Ça va donner une information dans votre corps que c'est tranquille, que le cerveau peut se détendre. Et à force de le faire, vous allez avoir une habitude, ce qui fait que lorsque vous aurez besoin de vous détendre, de vous déposer au niveau du trac, il suffit de reprendre un peu pendant 3 minutes votre respiration, cohérence cardiaque, et le corps, il a l'habitude, il sait ce qu'il doit faire, et donc ça se détend. Moi, je le fais tout le temps. Voilà. Je le fais tout le temps. Et pour vous dire, un autre exercice, je le fais le matin face au miroir. Ça, c'est un autre exercice. Face au miroir, je prends 5 minutes, je me regarde dans le miroir. C'est troublant, hein, parce que se regarder dans le miroir sans rien faire d'autre que de se regarder et respirer, il y a beaucoup de choses qui remontent. Donc voilà déjà 2 exercices, cohérence cardiaque et la respiration face au miroir. La respiration intervient aussi au niveau de la fluidité mentale et verbale. C'est-à-dire que lorsque je suis un peu confus, respirer, prendre du temps et je vais retrouver le fil de ma pensée. Ça arrive souvent quand on a un trou de mémoire. Eh bien, on sait que ça ne sert à rien d'essayer de combattre et d'essayer de trouver absolument la suite. Il faut s'arrêter, respirer et à un moment donné, ça revient. À condition qu'on ait fait le travail avant. C'est-à-dire que ma présentation, je l'ai préparée avant. Sinon, il n'y a rien qui va revenir.
Une fois qu'on a vu pour la respiration, on va voir la posture. Voici la posture de l'arbre magique. Donc, l'arbre a ses racines qui plongent dans la terre. Et c'est là où il tire son énergie. L'arbre a ce tronc droit qu'il élève vers le ciel, qui permet le passage de cette énergie. Et nous avons les branches qui sont élargies vers le ciel et vers l'environnement. Et c'est à travers là que se donne l'oxygène à l'environnement. J'ai replacé notre super-héroïne là pour voir qu'elle est bien posée comme un arbre, droite, les pieds bien ancrés dans le sol, droite, et ouverture au niveau des bras, au niveau du torse. Cela nous donne ceci, l'ancrage. Première chose, lorsque vous parlez en public, lorsque vous êtes debout, ancré. Même lorsqu'on est assis, c'est de s'ancrer, trouver l'ancrage. C'est la façon dont les pieds sont posés en relation avec le sol, comme si vous étiez un arbre et que de vos pieds, il y a des racines qui s'enfoncent dans le sol. C'est de là que vous allez tirer votre puissance et se redresser ensuite, la droiture, pour laisser circuler, monter cette énergie vers le haut et l'ouverture qui peut se voir au niveau du plexus solaire pour rayonner. C'est pour ça que ça porte son nom, le plexus solaire, c'est d'où on rayonne. Donc l'idée, c'est d'avoir cette ouverture-là, d'avoir l'impression que le centre de la poitrine s'ouvre et que l'on projette vers notre auditoire. Une fois qu'on a vu la posture, le regard. Nous connaissons, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ce film, Le Bon, la Brute et le Truand, avec que, comment peut-on faire des minutes sur juste des tensions de regard, juste parce que les regards parlent. Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce que à travers le regard, on peut exprimer le sentiment, ce que l'on ressent lorsque l'on parle à l'auditoire. Donc, si je veux transmettre une émotion, ça passe aussi par rapport au regard. À travers le regard, je suis plus présent aux autres. Si je ne fais que regarder mes feuilles et regarder mes pieds, je m'efface devant mon auditoire et je n'existe plus. Et à travers le regard, je concerne l'auditoire. Ils se sentent concernés. De la même manière, si je regarde ailleurs, l'auditoire, au bout d'un moment, estime qu'il n'existe pas, donc il va faire autre chose pour exister. Et le regard, ça permet aussi de percevoir les réactions du public pour pouvoir me réadapter, relancer si je sens que ça tombe, ou alors prendre un peu de temps parce que je sens peut-être que je vais trop vite, comme là actuellement. Là, pour moi, c'est toujours très troublant, là, parce que je ne vois personne. Donc, je dois imaginer et je dois me dire, attends, là, j'ai accéléré, alors par rapport au temps qui reste, comment je fais? Et c'est un exercice parce que je fonctionne dans le flou et en même temps, j'essaie de vous ressentir. Une fois qu'on a vu la respiration, la posture, le regard, nous avons la gestuelle. J'adore cet homme. C'est un excité, il peut être excité de service et en même temps, il est d'une précision incroyable. Là, ce geste-là de montrer la courgette sur une image, on a l'impression que c'est juste arrêté, qu'il l'a fait de manière très tranquille. Mais on peut bien imaginer que avant d'être dans cette tranquillité, il a fait un grand geste pour montrer la teneur de cette courgette et pour arrêter son mouvement. La gestuelle est importante, elle participe de la verbalisation, elle participe de votre façon d'affirmer ce que vous êtes en train de dire. Donc, il n'est pas question de dire, oui, mais est-ce que je bouge, est-ce que je fais les choses? Non, il est question de dire, tu es face à ton auditoire et tu peux utiliser tes gestes pour confirmer, pour affirmer, pour appuyer ce que tu es en train de dire. Et donc, cette gestuelle-là aussi, elle se travaille, elle se trouve en se testant, en s'exerçant. Une fois qu'on a cette gestuelle, on montre du coup de l'aisance dans notre façon d'être face à l'auditoire. Et plus le geste est ample, et plus on donne une sensation de force.
Et ce qui est intéressant avec les gestes, c'est que je peux mettre du contraste. Je peux faire un geste ample et un geste plus fin, plus ténu, histoire d'amener la compréhension vers quelque chose de plus subtil. Et puis le geste participe de l'ouverture, bien sûr. Et la voix. Tous les paramètres que nous avons vus précédemment, la respiration, la posture, le regard, la gestuelle, sont les paramètres non verbaux. Et là, nous rentrons dans les paramètres verbaux. J'en ai pris 6 et c'est bien suffisant. Si vous en utilisez 3, déjà, c'est amplement suffisant. L'intensité, c'est le volume. La Castafiore, Castafiore me casse les oreilles dans Tintin. Dès qu'elle chante, elle a un volume qui prend l'espace. Et il faut savoir adapter le volume à l'espace lorsque nous faisons notre présentation. Mais c'est important d'avoir du volume parce que quelqu'un qui parle de manière très faible, au bout d'un moment, on ne l'écoute plus. L'intonation, parce que si je raconte quelque chose d'une manière monotone, j'endors tout le monde. Et il y a une façon d'utiliser l'intonation lorsqu'on est hypnothérapeute, mais ce n'est pas notre cas. Donc, comment trouver différentes intonations, histoire de raconter quelque chose qui aille dans le sens de l'information que je veux transmettre et l'émotion, ce que je veux faire éprouver à mon auditoire. Le débit, c'est la vitesse. Il y a des personnes qui parlent très, très, très vite. Au bout d'un moment, ça demande un effort incroyable pour pouvoir les suivre. Donc, c'est intéressant de se rendre compte, ma nature, est-ce que j'ai plutôt tendance à parler très vite? Donc, il faudrait que je puisse m'entraîner à ralentir ou est-ce que j'ai tendance à parler très lentement? Dans ce cas, il y a des moments où je dois accélérer. Et bien sûr, l'articulation. Il n'y a rien de plus dommage, je trouve, que d'avoir un super message à transmettre et en même temps, on entend la moitié des mots. Et ça demande un effort aussi. Et il faut savoir que, comme nous sommes tous pris par tellement de choses, mais quand on nous demande un effort, on soutient pendant quelques temps, mais au bout d'un moment, on lâche. Le rythme, c'est intéressant pour changer, justement, ralentir, accélérer. Il y a des choses qui sont importantes. Je vais plutôt étirer le temps pour bien poser, et des choses qui sont plus basiques, donc je vais passer un peu rapidement dessus. Et le silence. Le silence. De temps en temps, laisser un silence. Ce silence permet à l'auditoire de processer tout ce qui a été échangé comme information jusque-là. Un petit silence. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, je continue. Donc, nous avons vu dans cette partie l'importance du RPRGV, la respiration, la posture, le regard, la gestuelle et la voix. Et maintenant, nous allons regarder ce qui se passe au niveau de nos pensées, de nos émotions, lorsque nous allons prendre la parole face à un public. Et pour cela, nous allons voir le SPER. Je me suis dit comment je pouvais trouver voilà, une espèce d'anagramme comme ça pour me rappeler de ce qui se passe. Et SPER, en anglais, ça veut dire lance. J'ai appris ça la semaine dernière. Donc, cette pyramide commence par le bas. Dans une situation donnée, nous allons avoir un mode de pensée qui vient de l'apprentissage et qui vient de l'expérimentation des habitudes que nous avons eues. À ce mode de pensée va s'ajouter des émotions qui seront corrélées à cette façon de penser. Et avec les émotions et nos pensées, nous allons avoir des actions. Nous allons faire des actions, un comportement, créer quelque chose d'une certaine façon pour obtenir un résultat. Donc, je veux prendre la parole en public, sauf que, voilà, j'ai comme pensée, et là, nous allons regarder directement, comme pensée, vous voyez, je suis trop timide, si ça se trouve, les gens ne vont pas comprendre, mais de toute façon, moi, je suis nul, et puis de toute façon, j'ai un peu peur que je ne sois pas à la hauteur. Donc, voilà, ce sont des pensées qui, à force d'être répétées, sont des croyances qu'on appelle limitantes. À force d'être répétées, ces croyances deviennent ma limitation. Donc, j'avance avec une espèce, faut voir, enfin moi je vois ça comme une espèce d'armure, j'avance avec ça. Je suis tellement, mon énergie est tellement dirigée sur ces croyances-là que je ne me permets pas l'échange
véritable avec l'auditoire. Alors, que faudrait-il faire par rapport à ces pensées? Moi, je préconise, c'est l'exercice que l'on fait, c'est de repérer ces pensées, de les écrire. Je vais dire n'importe quoi des choses auxquelles moi je pensais. De toute façon, je suis nul. Je l'écris. Euh, je ne suis pas légitime. Je l'écris. Et je me fais ma liste de pensées négatives. Une fois que j'ai écrit ces pensées, je prends un feutre rouge et je les barre. Je les barre, je les barre, je les barre. Et je donne un signal en le faisant de cette manière-là. Je donne un signal à mon cerveau. Parce que le cerveau fonctionne beaucoup par image. Je donne un signal à mon cerveau pour lui dire, voilà, ça, j'en veux plus, 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 ça, j'en veux plus. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à la place des pensées positives pour moi. Des croyances, ce sont des pensées qui, à force d'être répétées, vont me permettre une expansion, vont me permettre une ouverture, vont me permettre d'oser. Parce que si moi j'en suis arrivé là où j'en suis, c'est à force d'oser. Lorsque j'ai franchi la porte rouge du théâtre par le bas, c'est qu'à un moment donné, j'ai osé. Donc nous sommes tous, à certains moments, face à comment dire, le fait d'oser sortir, non pas de notre zone de confort, mais de notre zone d'habitude. Et donc, lorsqu'on sort de sa zone d'habitude, il y a forcément la peur, il y a forcément le trac, l'insécurité. Et pour faire face à ça, il est important de revoir notre façon de penser. Une fois qu'on voit notre façon de penser, on a vu que les émotions aussi sont liées à cela. Les émotions. Là, je vous ai mis une image de Hulk, Hulk qui représente donc l'émotion de la rage. Quand on dit je suis vert de rage. L'émotion. Qu'est-ce que l'émotion? L'émotion, en anglais, ils font comme ça, emotion. L'énergie qui est en mouvement dans le corps. Donc, lorsque je suis face à une situation, je suis dans une situation, je vais ressentir dans mon corps une énergie qui m'indique comment je me sens face à cette situation. Lorsque, si je prends l'exemple de Huck, la colère, lorsque j'ai de la colère, c'est parce que dans cette situation, il y a quelque chose qui attaque mes valeurs. Il y a quelque chose qui me bouscule et qui fait que je vais réagir en m'opposant à l'attaque que je perçois. Donc, l'émotion est une énergie qui est en mouvement dans notre corps. Qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à cette émotion? D'abord, l'accueillir. Comme dans un chaudron magique, j'accueille ce qui me traverse. Et non pas, oui, je ne dois pas être en colère. Non, je suis en colère, je reconnais que je suis en colère. Ensuite, je ressens ma colère. Comment ça se passe? Où ça se passe dans mon corps, le fait d'être en colère? Et comme c'est une émotion qui traverse, ce qui est important, c'est de s'en libérer. S'en libérer comment? En faisant une action vers l'extérieur. Alors, j'ai mis le trampoline parce que le pape du développement personnel, qui s'appelle Anthony Robbins, lui, avant de rentrer sur scène, où il va faire face à 6 000, 7 000, 8 000 personnes, avant de rentrer sur scène, c'est sa préparation. Il saute sur le trampoline. Il saute sur le trampoline, pourquoi? Parce qu'il doit mettre son énergie au niveau de l'ambiance dans laquelle il va rentrer. Des gens qui sont super excités parce qu'on les a boostés, etc. Donc, lui, il doit rentrer dans ce niveau d'énergie. Et j'ai posé la question la semaine dernière en after work. Est-ce que on se prépare pour rentrer dans une salle où on sent qu'il va y avoir de la tension? Eh bien, peut-être que maintenant, ce serait intéressant de se dire, OK, je vais rentrer face aux commerciaux, ça va chauffer. Euh, Comment je me prépare? Quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message, mais de faire ressentir aussi? Et pour faire cela, moi, je dois me préparer. Donc, peut-être c'est bien d'investir dans un trampoline, mettre dans un coin, puis vous sautez, vous sautez, vous sautez, et vous êtes prêt, vous êtes prête à rentrer. Je reviens juste derrière. Cette position-là,
d'ouverture, d'ancrage et de droiture. Il y a une psychologue, Amy Cuddy, C-U-2-D-Y, qui a fait toute une expérience en fait. Il suffit de s'entraîner à rester dans cette position pendant 2 minutes et à vraiment projeter, à respirer, et vous reprenez la confiance en soi. C'est-à-dire que le fait de mettre mon corps dans une certaine posture peut m'amener à ressentir ce qui se passe dans cette posture. La confiance, le côté super-héros, super-héroïne, moi je vous engage vraiment à l'essayer chez vous, de face au miroir. Au début, on a l'air ridicule, mais le ridicule ne tue pas, et quand on s'en sort, c'est fabuleux. Les mimiques, voilà, 2 exemples avec Louis de Funès, où, comme je disais tout à l'heure, par rapport au regard, on peut juste transmettre des émotions, la joie, la tristesse, la peur, la honte, la colère, le dégoût. Et cela est important lorsqu'on raconte quelque chose qui vient soutenir notre message. En conclusion, qui voulez-vous être? Qui je veux être lorsque je prends la parole en public? Super-héros, super-héroïne? Est-ce que je veux être l'excité de service ou avec l'engagement du corps pour faire bousculer, remuer les foules? Ou alors je vais être le chef d'orchestre dans ma cuisine, euh, placé et présent, totalement ouvert? C'est la question que je vous pose et je suis prêt à écouter vos remarques et vos questionnements. Bravo Frédéric, bravo, bravo. Roger, peut-être que vous pouvez allumer votre micro, parce que Roger a posé une question dans le chat. Et si vous le voulez bien, Roger, vous pouvez poser votre question Oui, oui. à Frédéric. Bonjour à tous. En fait, tout à l'heure, je vous entendais parler de respiration. Je ne sais plus comment vous appelez ça. Enfin, bon, un travail sur la respiration. Et moi, j'ai entendu parler de respiration carrée, où effectivement, on était basé sur les mêmes temps de respiration à l'inspiration et à l'expiration. En fait, voilà. Est-ce que c'est la même chose ou... Non, c'est pas la même chose. Après, la respiration carrée, à mon avis, ça doit faire inspiration, retenue, apnée, expiration, apnée. Voilà. Oui, C'est c'est une ça, façon ouais. de le faire. Vous pouvez la faire aussi en triangle. En fait, Inspiration. c'était pas de l'apnée, c'était effectivement, on inspirait sur un certain nombre de secondes et on expirait sur le même temps voilà. Donc je pense que ça y ressemble un peu quand même Ah bah, écoutez, oui, c'est mais ça. bon. Dans ce cas, c'est inspiration, expiration, inspiration, expiration. Ça revient à la cohérence cardiaque. D'accord. La cohérence cardiaque fait coïncider le temps au niveau de l'inspiration, au niveau de l'expiration. Après là, ce qui est intéressant, c'est parce que vous parlez de carré, mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer une respiration en triangle. C'est j'inspire, ensuite je reste en apnée, et après j'expire le plus longtemps possible. D'accord. Mais ce qui est important pour lorsqu'on prend la parole, c'est d'avoir une inspiration qui soit conséquente et même après, pour pouvoir avoir une expiration qui soit plus longue que l'inspiration. Pour pouvoir tenir, nous en tout cas, lorsqu'on joue, il y a des textes qui demandent à être tenus sur un temps qui est beaucoup plus long que ce qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, parce que cela produit un effet. J'ai répondu à votre question? Oui, visiblement oui. Je voulais faire un parallèle, Frédéric, et je pense que ça va intéresser l'auditoire, un parallèle avec les athlètes de haut niveau, les sportifs de haut niveau, qui s'entraînent, et bien évidemment très durement. Et pour en avoir rencontré, il y a une chose qui ressort, c'est je m'entraîne à faire une chose difficile pour la première fois. Je sais que je vais faire une chose difficile, eh bien je dois m'entraîner à faire cette chose difficile pour que le moment M, le jour J, cette chose difficile paraisse finalement pratiquement anodine, qu'elle paraisse simple. Alors évidemment, moi qui ai fait beaucoup de présentations, qui ai fait des discours, je me suis beaucoup entraîné, et là je te rejoins totalement Frédéric. Il faut s'entraîner.
Et dans nos métiers de communication, on doit convaincre, argumenter vers les équipes, vers la direction générale, vers les commerciaux. L'entraînement, c'est fondamental. Et je m'entraînais à des questions difficiles, à probablement une hostilité. Je préparais les objections. Et j'y mettais l'énergie pour convaincre, finalement. Si je suis convaincu, je vais convaincre. Et donc, je voulais avoir ton avis sur ça. Et du coup, je me suis beaucoup inspiré en visionnant les discours de Barack Obama, de Steve Jobs, qui préparait 15 ou 17 fois, je crois, ses keynotes, ses préparations au grand public. Donc voilà, je voulais avoir ton avis sur la notion d'entraînement et de préparation, quasiment comme un athlète de haut niveau. Par rapport à ça, moi, je continue à m'entraîner. Et pour continuer à m'entraîner, je vais maintenant dans ce qu'on appelle les Toastmasters. Toastmasters sont des clubs justement pour travailler les discours. Et Toastmasters, c'est les maîtres des toasts, tu vois, quand on prend un toast. Et donc, on a des parcours comme ça où on va travailler des discours de certaines manières. Le discours de bris de glace, mon discours de bris de glace, c'est donc comment je me présente face aux collègues, comment je me présente. Mon discours de bris de glace, je l'ai répété comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire que je l'ai construit, je l'ai écrit, mais ensuite, ça ne me convenait pas. Ensuite, j'ai pris des briques et je les ai placées d'une certaine manière. Et après, je le répétais. Bon, moi, j'ai une façon de faire, c'est que je ne voulais pas l'apprendre. Donc, je répétais par briques et comme ça me venait. Et au fur et à mesure, ça me venait d'une certaine manière et cette manière était plus juste par rapport à ce que j'allais faire. Et je l'ai répété, mais bon, ça dure que 6 minutes. Mais je l'ai répété 15, 20 fois en me chronométrant, parce que justement, comme je le respectais pas, je voulais rester dans le temps. Donc, ça me permettait d'avoir une notion comme ça. Donc, effectivement, vous êtes compétent, vous êtes des professionnels. Il y a juste ce moment où, quand on va rencontrer l'auditoire, on a tous, moi je vous dis, j'ai le trac. Ce matin, j'ai le trac. Mais le trac, il permet quoi? Le trac, ça me permet de me préparer justement à cette rencontre. Et donc, ça me permet de me préparer, de dire, OK, j'ai mes notes là. Hein, voilà, et ça, il faut que je pense à leur dire, ça c'est important, et je me réentraîne. Donc, quand tu disais, Sylvain, effectivement, peut-être d'avoir un modèle, de le dire à la manière de... Ça ne veut pas dire que je perds mon identité. Si je travaille avec quelqu'un, je lui dis maintenant, tu vas faire comme Gérard Depardieu, et tu vas le faire avec large, parce que Gérard Depardieu, il y a cette prestance, il y a la gestuelle, il y a cette façon de parler. Mais oui, c'est très exagéré, mais le fait de dire, tiens, je vais essayer de le faire comme si, ça va me faire passer de ça à ça. Et ça suffit pour être impactant. Alors, je crois que Aziz a une question, parce que tu as levé la main. Frédéric, alors, une question pour toi. Alors, nous, des fois, on prend des thèmes et on va les présenter dans un auditorium. On pense maîtriser le sujet parce qu'on travaille dedans. Et en face, on a quand même des professionnels qui ont de la répartie. Et pour toi, quelles sont tes techniques parce qu'aujourd'hui, ton auditorium, il a changé parce que maintenant, il y a des gens qui te regardent ou qui ne te regardent pas, qui parlent à son voisin, qui regardent le portable. Comment tu arrives à faire abstraction à ce moment-là? Est-ce que tu fais abstraction ou tu as une technique pour continuer et ne pas être déstabilisé? Parce que c'est vrai que quand tu as devant toi des gens qui écoutent, mais on a un ressenti qu'ils sont ailleurs et qu'on travaille un sujet quand même un peu complexe et qui donne de l'interaction, comment tu fais abstraction de cela, si tu le fais ou pas? Je sais. Je ne peux pas faire abstraction. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le regard est très important parce que ça permet de voir où en est l'auditoire par rapport à ce que je suis en train de produire. Je ne peux pas faire abstraction parce que si j'ai la moitié de la salle qui fait autre chose, c'est que je n'étais pas concerné. Donc, ça pose la question de mais comment je fais pour les concerner?
Et vous voyez bien, lorsque je commence toujours, quand je viens à la journée crédit, je commence toujours par un faux départ. Parce que justement, c'est ce temps-là qu'il me faut pour que la plupart des personnes qui sont là se réveillent et se disent, tiens, peut-être que je peux participer finalement. Donc on recommence. Et moi, je ne peux continuer que si j'ai un certain niveau d'engagement de l'auditoire. Je suis un peu chauffeur de salle à ce moment-là. Et donc, j'ai travaillé avec un consultant le mois dernier, et donc super technique, sur un outil totalement révolutionnaire qui est en train. Moi, j'y comprends rien. Ça, j'adore. J'y comprends rien. Je connais rien. Mais ils ont fait appel à moi parce que quand ils le présentent, c'est ennuyeux, on ne comprend pas, voilà. Et ils n'emportaient pas l'adhésion. Donc je lui ai dit, racontez-moi de quoi ça parle. Ok, donc on fait les exercices et au fur et à mesure, il a commencé à se positionner très bien. Il était bien, etc. D'accord, voilà, il comprenait. Et au fur et à mesure, c'est allé jusqu'à regarder par rapport au PowerPoint. Je dis, mais là, je ne comprends pas par rapport à ce que vous me dites. Là, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Et si bien que j'avais aussi une façon de le faire changer le PowerPoint. Mais pourquoi? Parce que moi, mon focus, c'est comment ça va être perçu par l'auditoire. Et donc, c'est pour ça que je parle toujours d'expérience. Si je transmets des informations, c'est OK, je transmets des informations pour la tête. Mais comment l'auditoire va réagir? Et réagir, c'est aussi avec les émotions, comme ce qu'ils vont ressentir, ce que l'auditoire va ressentir. Et donc, si je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont ailleurs, alors que c'est touchy ce que je suis en train de raconter, c'est que je suis peut-être resté trop dans la tête. D'accord. Merci. Marion, levez la main également. Il y avait une question. Merci Marion pour votre question. Si vous pouviez activer votre micro, du coup. Oui, pardon, j'ai voulu faire la caméra, j'ai oublié le micro. Bonjour, merci pour la présentation. Une question du coup sur la préparation, parce que voilà, souvent quand moi j'ai des sujets à présenter, en fait, c'est dans le cadre de mon métier, donc je me dis: «Ah ben, en fait, je maîtrise, je le maîtrise». Du coup, comment je le prépare? Donc je me dis: «Bah, je vais commencer à répéter oralement», puis après je me dis: «Non, mais en fait, je le sais». Est-ce que j'écris? Est-ce que j'écris pas? Et des fois, en fait, j'arrive en présentation et finalement, j'ai rien présenté. Je me dis: «Ah bah, j'aurais dû présenter». Enfin, voilà, qu'est-ce que vous conseillez? Évidemment, si c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas, je pense que ça demande peut-être plus de préparation. Est-ce qu'il faut répéter à l'oral devant un miroir pour bien se l'ancrer dans la tête? Enfin voilà, c'était ce genre de conseils, s'il vous plaît. OK. Alors, si je peux me permettre, Frédéric, Vas-y, un credit manager va répondre et après, je te laisserai évidemment donner ton avis. Moi, je crois beaucoup à l'entraînement et à la répétition, pas forcément pour me rassurer, je n'ai pas vraiment besoin. J'ai besoin de bien avoir en tête de quel auditoire il s'agit, de quelle information. Est-ce qu'il s'agit d'experts, de profanes, qui j'ai en face de moi? Si j'ai des commerciaux, par exemple, ce sont des gens qui, globalement, je parle dans l'entreprise, n'ont pas conscience des chiffres. Quand je leur parle de retard, quand je leur parle de production non facturée, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Donc, je traduis systématiquement les chiffres credit management en réalité. Je vais donner un exemple concret. Si je leur dis qu'il y a 5 millions de factures à établir, de production non facturée ou de retard de paiement, je vais le traduire en réalité. C'est-à-dire, 5 millions, c'est combien de jours hommes consultants. Ça correspond à combien de pourcentage de la masse salariale. Ça correspond à combien de, je ne sais pas si on traduit ça dans l'industrie, à combien de machines vendues, combien de voitures vendues. Vous voyez, ça permet d'avoir une représentation plus concrète, plus quotidienne des chiffres financiers et purement credit management. Quand on parle de BE ou d'EBIT commercial, oui, ok, mais quelle est la réalité derrière? Donc souvent, quand je parle de la marge d'un client, je dis ça représente par exemple X Clio vendus. Et là, tout de suite, je sens les yeux, et Frédéric parlait de la gestuelle tout à l'heure, je sens les yeux s'écarquiller parce qu'il y a là de la compréhension. Je cherche en fait à me faire comprendre. Si je veux convaincre,
d'abord, je me fais comprendre. Si la personne ne comprend pas, je ne peux pas la convaincre. Déjà, c'est mon premier objectif. Et je le répète, effectivement, tu as raison, Marion, il y a beaucoup de répétitions parce que j'ai fait beaucoup de présentations vers les commerciaux, vers la production et vers mes N+1. Je connais l'exigence des mes N+1 sur la qualité des supports, des PowerPoint, la clarté, toujours un exemple pour illustrer ce que je dis. Beaucoup d'explications et de pédagogie parce que, y compris au niveau direction générale, au niveau C-level, il y a toujours besoin de comprendre ce qui se passe de manière opérationnelle et d'être en lien avec ce qui se passe concrètement dans l'entreprise. Parce que le rôle n'est pas de comprendre tous les mécanismes, mais notre rôle à nous, c'est d'expliquer ce qui se passe et les problématiques. Donc, j'essaie d'être le plus succinct, précis. Les PowerPoints sont assez courts, c'est 3-4 slides et plutôt beaucoup d'annexes. Si jamais j'ai des questions, je peux montrer l'annexe. Mais souvent, ce sont des présentations assez courtes parce que ces personnes-là comprennent vite, n'ont pas besoin de beaucoup de temps, c'est 10-15 minutes, c'est rarement 1 heure. Et du coup, l'entraînement est fondamental par rapport au public, par rapport au message. Et ça me permet de me dire, OK, comment je traduis ce que je vais dire en réalité concrète sur le terrain. Je ne sais pas si si vous comprenez ce que je veux dire, Marion et les autres, mais il y a vraiment ce travail de simplicité, je vais le dire comme ça. Alors le contenu, enfin préparer le contenu, ça OK, mais du coup, quand on dit préparation, c'est-à-dire vous vous entraînez, oralement à répéter ce que vous souhaitez dire? En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai peur d'oublier. Alors bon, parfois, ça dépend quelle présentation on a. On peut avoir un support, à côté des slides ou autre, mais en fait, je me dis: «Est-ce que de répéter va m'aider à ne pas oublier?» Et des fois, je me dis: «Mais si je répète trop et que j'apprends par cœur, bah, c'est là que je vais oublier». Donc en fait, je suis un peu perdue. Ok. Bon, Euh, c'est pas par rapport à ça, ce que la répétition permet, c'est d'ancrer la structure, votre façon de structurer votre discours. Et vous savez que vous passez d'un point à un autre, et vous savez, ça c'est super, effectivement, merci Sylvain, que l'exemple que vous allez apporter à tel moment, vous savez, vous avez une idée de l'effet que ça va faire. C'est ça l'intention, une idée de ce que ça va faire, la volonté de vouloir créer un résultat chez l'auditoire. Et c'est un résultat au niveau du ressenti. Et donc, pour que ça devienne, entre guillemets, plus naturel, c'est important de le répéter. Pas forcément de le lire mot à mot. Il y en a qui le font comme ça. J'apprends, je vais dire ça, ok, je vais dire ça. Moi, je préconise une autre façon. C'est que je sais que je vais passer, bon, j'aurai une introduction. Je sais que, voilà, je vais passer première partie, deuxième partie, troisième partie. Et comme je vous disais, j'ai mes notes. J'ai renoté quand même notre plan pour me dire, ok, je suis dans ce moment-là. Mais je n'apprends pas ce que je vais dire parce que quelqu'un va peut-être poser une question, il va falloir que j'accueille la question, que je réponde à la question, et donc je suis complètement déstabilisé si je dois dire mot à mot mon discours. Par contre, le fait de le répéter, ça me permet d'ancrer la structure de mon discours et ça me permet de me retrouver quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe lors de la soirée. Je suis déstabilisé, ok, je me repositionne, j'ai un mot pour repartir, je vois où je suis si j'ai des slides qui sont là, ok, je respire, le silence est bienvenu, et puis je reprends. Parce que j'ai répété. Donc, ce n'est pas d'apprendre par cœur. Effectivement, le fait d'apprendre par cœur peut déstabiliser. Après, au niveau nous, du théâtre, on apprend par cœur. Mais l'apprentissage par cœur se passe aussi avec un apprentissage des relations des personnages sur l'espace. Et ce qui fait que c'est ça qu'on apprend. Et en fait, il se passe quelque chose qui est cher à la PNL, c'est qu'il y a un ancrage. C'est que chaque mouvement, pratiquement, est retenu par notre corps. Donc, si j'oublie le texte, en respirant, je vais retrouver le mouvement et le texte va venir par la suite. Donc, moi, je vous conseille de répéter et de vous imaginer dans la situation. C'est une façon de Il y a beaucoup de préparer le questions. cerveau. Il y a beaucoup de questions, Frédéric. Il y a Ouais. Dominique, donc on va laisser Dominique poser sa question. Alors, oui, moi, c'est pas vraiment une question, c'est peut-être une réaction à tout ce qui a été dit, notamment aux interrogations de Marion et à vos conseils, en fait. Donc, du coup, si j'ai bien compris,
finalement, au regard de ce que vous dites, il conviendrait, je pense, d'adapter son discours en fonction des interlocuteurs qu'on a en face et de donner du sens avec des éléments concrets. Et du coup, au niveau de la préparation, est-ce que une des solutions, en tout cas, pourrait pas être d'avoir une fiche de synthèse, une trame à partir de laquelle s'entraîner avec des mots-clés, sans forcément avoir le discours complètement écrit, mais qui pourrait être une aide à l'entraînement, en fait. Voilà. Avec Frédéric, Dominique, nous avons défini un fil conducteur de la masterclass. Voilà, c'est ça. Eh bien oui, c'est indispensable. C'est-à-dire, faisons les séquences, les slides, qui, durée, horaire. Et nous avons préparé les questions en amont. Voilà, c'est le minimum, c'est le fil conducteur. Vraiment le minimum. Et en toute occasion, masterclass, discours, formation, il faut un fil conducteur. Alors, ça permet, c'est un pense-bête, hein, c'est pas comme disait Frédéric tout à l'heure, on n'est pas enfermé dans ce cadre-là, c'est simplement un pense-bête. Voilà, Frédéric, tu veux ajouter quelque chose avant de laisser Eric et les autres personnes poser des questions, parce qu'il en reste encore? Non, juste, vous avez tout à fait raison, Dominique, c'est d'avoir pour soi, ça revient à la structure, hein. J'ai ma structure, je mets quelques mots qui me permettent de me repérer par rapport à la structure du discours que je vais donner. Ou moi, par rapport à la formation. De toute façon, j'ai un conducteur, on est obligé d'avoir ça maintenant. Alors, ce que je vous propose de faire très concrètement, alors il y a des formations évidemment à la FDCC, il y a le mentorat qui permet, à mon avis, d'aider beaucoup. C'est un service de l'association. Donc, vous pouvez toujours tout à fait trouver un mentor au sein de l'association qui vous aide à préparer vos présentations. Je suis prêt à le faire. Vous pouvez m'envoyer un email pour me dire, tiens, Sylvain, est-ce que vous pourriez me consacrer 5-10 minutes? J'ai besoin de préparer une présentation pour le DAF, le DG, le PDG, peu importe. Est-ce qu'on peut le voir ensemble? Je suis tout à fait prêt à le faire. Et il y a évidemment les formations, encore une fois, de l'association qui permettent de préparer, de vous aider à vous entraîner. Eric a une question également. Une toute petite. Merci à tous les deux. Dans le prolongement de ce que vous avez dit sur la gestion des émotions, sur l'auditoire, on a vu qu'en fait, l'auditoire pouvait être aussi piégeux si effectivement, en fait, il ne répondait pas. Est-ce que vous auriez une petite anecdote tous les deux sur un auditoire en fait qui aurait été hostile, que vous avez réussi donc à retourner et justement ne pas tomber en fait dans le piège où vous avez été envahi en fait d'émotions négatives? Ouais. Moi, ça m'est arrivé tellement souvent. Juste, il y avait Monsieur Guémou qui avait levé la main depuis tout à l'heure. J'essaie de faire très rapidement. Il y a eu une époque où je travaillais avec un metteur en scène allemand sur une façon de jouer Hamlet. Et c'était très intéressant parce que c'était une autre façon de faire. Et en fait, on s'est retrouvés puisqu'on réinventait les jeux chaque soir. On s'est retrouvés. Donc, vous imaginez, ça commence. Qui commence? OK, on choisit, toi, tu commences. Et ensuite, qui voulait rentrer en scène? Et on avait appris tout le texte. Et qui voulait rentrer en scène? Et puis, on jouait. Il y a des soirs où comme c'était de l'improvisation, il y a des soirs où c'était terrible. Nous, on sentait que c'était nul à l'intérieur. Eh bien, les premières fois, ça fait vraiment, c'est une gifle, hein. C'est une gifle. Et vraiment, quand j'ai traversé ça, il peut se passer ce qui peut se passer. Je pense que je serais, faut jamais dire jamais, mais je ne pourrais plus être déstabilisé à ce point que j'ai pu l'être, à savoir que voilà, je fais quelque chose, je dis quelque chose, j'ai l'impression que c'est nul, personne ne réagit dans le public, et on s'enfonce, et on s'enfonce, et on s'enfonce. Et en fait, euh, comme c'était aussi une forme d'entraîneur, il nous a dit, mais reprenez les bases. Reprenez les bases, la respiration, reprenez les bases, les émotions, qu'est-ce qui s'échange entre vous. Et à partir du moment où on avait ça, ça passait par accepter qu'il y ait du silence,
Parce qu'à partir du moment où parce que c'est très difficile à supporter le silence quand on est face à un auditoire, si je pose un silence de 10 secondes, de 15 secondes, ça devient un événement. Si j'accepte ce silence-là, j'ai intérêt à être bien ancré. Hein. Si j'accepte ce silence-là, je mets le doute dans la tête des personnes qui sont en face et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Et ensuite, c'est à moi de voir comment je transforme l'attention que j'ai pu avoir à ce moment-là. Donc, voilà une Donc, anecdote. ça t'a endurci, globalement, ça t'a clairement endurci. Quoi. Oui. Et sur la façon de percevoir l'auditoire, parce que moi, il y a des échanges énergétiques qui se passent lorsqu'on est face à des gens, et donc je perçois ça. Et toi, Sylvain, même en traduisant en fait avec des exemples concrets, tu as eu en fait des gens qui montraient une attitude, on va dire, vraiment, des obstacles qu'ils ne voulaient pas entendre. Ça m'est pas beaucoup arrivé avec les commerciaux, plus avec la direction générale. Il y a à peu près un mois, j'ai fait une présentation assez courte. Il y avait le DG, enfin mon patron, DG des finances, il y avait le PDG et un de mes collaborateurs. Première, la une des slides, c'était développer. Et puis le PDG, il a bloqué sur le mot développer. Il m'a dit non, mais il n'y a pas d'EP à développer. Et il a dit d'une manière avec le geste comme ça, là. Alors c'est quelqu'un qui est évidemment brillant, hein, et qui a lancé ça comme ça en pleine figure. Et émotionnellement, c'était un peu compliqué parce que je dis, ben non, déjà, quand on ne comprend pas, c'est là où l'émotion devient compliquée à gérer, quand on ne comprend pas. Alors, est-ce qu'il le fait par jeu ou par taquinerie je ne le sais pas. En tout cas, je lui ai dit, j'ai fait un silence, comme a dit Frédéric. Quelques secondes, je n'ai rien dit, j'ai réfléchi, je me suis calmé. Je lui ai dit non, je suis désolé, il y a bien 2P à développer. Et je lui ai dit, tu peux vérifier tout de suite avec ton téléphone sur un moteur de recherche. Il m'a dit effectivement, alors, on peut le prendre avec humour, deuxième option. On peut le prendre avec humour et dire, j'aurais peut-être même pu mettre 3P, parce que développer, c'est un mot qu'on peut, on peut développer, hein, on peut mettre plein de P, plein de D, on peut en rire. Et je trouve que le mélange des deux, le silence et l'humour, c'est plutôt pas mal. Avec les commerciaux, non, c'est pas. Alors déjà, c'est des gens que je côtoie au quotidien. Je vais les voir au quotidien. Donc, on n'a pas la même, je dirais, relation. Et comme j'essaie vraiment d'être le plus pédagogique possible, de ne pas forcément les incriminer, mais de les amener plutôt vers les bonnes pratiques. C'est ça que je négocie avec eux, en fait, c'est les bonnes pratiques. C'est pas de leur dire, ça, c'est pas bien, etc. C'est pas productif de travailler comme ça. On le sait tous. C'est plutôt de dire, voilà la problématique, voilà la contrainte. Je négocie avec vous ce point-là aujourd'hui, parce qu'on est bien d'accord que maintenant, voici les bonnes pratiques. Et tous les mois, j'interviens et je vérifie que les bonnes pratiques soient appliquées. Je leur demande s'il y a des ajustements. Donc, on est tout le temps dans un contexte de négociation. Je vais laisser Guémou. Alors, je n'ai pas votre prénom, je suis désolé, Guémou, mais je vous laisse poser votre question. D'accord. Bonjour, c'est David. David. Oui. Enchanté tout le monde. Bonjour Fred. Bonjour. Je suis de la 34e promotion de la FDCC. Je ne sais pas si tu rappelles. Bien sûr. D'accord, ok. Merci beaucoup. Bon, je sais très bien quelle est votre compétence et votre aisance dans cette relation en termes de communication. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi je n'ai pas hésité tout de suite de pouvoir m'inscrire, comment on appelle ça, à cette vidéoconférence. Bon, moi, ce n'est pas une question particulièrement, mais je voulais juste me joindre, comment on appelle ça, ajouter quelque chose par rapport à ce que Sylvain a dit, par rapport à l'entraînement. Je sais que c'est vraiment le pilier de la chose. Il faut vraiment s'entraîner. Et s'entraîner n'est pas simplement pour dire il faut s'entraîner à la maison avant d'aller faire un discours, avant d'aller faire une présentation. Mais vous avez parlé de la peur. Ça veut dire quoi? Quand toutefois on a l'occasion dans un public pour pouvoir prendre la parole, il faut qu'on saisisse l'occasion pour parler. On peut se planter, c'est vrai. Mais au fur et à mesure, on est en train, ça peut nous fortifier, ça peut nous rendre très, très dur et c'est ce qui nous permet de pouvoir surpasser ce qu'on appelle la peur. Donc, c'est hyper important ce qu'on appelle l'entraînement. Là, je me joins maintenant à ce que Dominique a dit et franchement, moi aussi, ça m'arrive. Au jour d'aujourd'hui, je suis credit manager
Et dans mon domaine, je me dis, je maîtrise tellement que je n'ai pas besoin de faire une préparation. Et franchement, ce que Dominique a dit, je maîtrise très bien dedans. Mais sauf que quand on veut présenter ce qu'on maîtrise et qu'on n'a pas fait une préparation, il arrive, quand on est seul, ce qu'on se dit, et quand on est face au public, c'est différent. Donc, j'aimerais savoir réellement aujourd'hui, réellement, quel est le vrai conseil? Est-ce qu'il faut forcément faire quelque chose, préparer un petit slide, même si 2-3 slides, ou bien, voilà, on peut juste partir et puis quand on peut faire une présentation comme ça. Moi, ça me fatigue aussi, franchement, ça me fatigue. Donc, des fois, quand je me mets à écrire, je me dis, mais non, je maîtrise, c'est pas grave, je laisse tomber. Mais sauf que, devant les faits, ça devient encore autre chose. Donc, je voulais vraiment avoir, parce que je n'ai pas très bien compris votre conseil là-dessus et celui de Sylvain. Je veux bien comprendre qu'est-ce que vous conseillez réellement sur ce plan, en fait. Alors, je distingue dans mes présentations si c'est une présentation d'information ou de décision. En fait, c'est ça qui me guide. Si je suis là pour informer, je n'ai pas forcément besoin d'un support. En revanche, si j'informe, il faut que l'information soit précise, soit vérifiée, etc. Et d'autant plus, ça dépend si ce sont les commerciaux, la direction générale, la direction financière, la comptable, enfin peu importe. Enfin, pas peu importe, ça dépend vraiment de l'auditoire. Ce que je garde en tête aussi, c'est le fonctionnement des collègues et des collaborateurs. Mon patron, par exemple, il est très visuel. Il est très visuel. Il a l'habitude de faire des présentations de haut niveau. Donc, je lui fais une présentation visuelle, colorée, imagée, comme pour le PDG d'ailleurs. Donc, j'essaie de mixer exactement ce qu'a fait Frédéric. Il a mis des mots dans sa présentation, il a mis des photos très explicites qui explicitent le mot, l'adjectif qu'il a mis auparavant. Il a mis la respiration, mais il a montré quelqu'un en respiration. Il a montré la joie de Funès. Il y a des personnages comme ça, quand vous les voyez, tout de suite, ils explicitent le mot mieux que le mot. Donc, si la personne, elle est visuelle, je lui mets un visuel, pas plus de 3 couleurs, très bien préparé sur le PowerPoint. On n'a pas besoin d'en faire 10, 12, 15. Souvent, 3-4 PowerPoint avec un message à chaque fois suffisent. Donc, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, en fait. Donc, il y a l'entraînement, mais il y a l'entraînement à gérer plusieurs dimensions dans la présentation. La dynamique, comme disait Frédéric, évidemment, la gestuelle, la voix, les pauses, pour que le cerveau intègre toute l'information, le support, est-ce que c'est plutôt de la décision qu'on attend, est-ce que c'est plutôt de l'information et du partage, qu'est-ce qu'on veut que les personnes aient retenu à l'issue de la présentation. Donc, faire une synthèse à la fin. Donc, en synthèse, voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce sur quoi on est d'accord, voilà ce sur quoi on n'est pas d'accord. Voilà, on en revient toujours à l'entraînement, mais à la maîtrise de quelques techniques. Et à force d'en faire, vous commencez, vous emmagasiner de la confiance. Et vous avez une certitude sur la façon dont il faut procéder, parce que finalement, chacun a sa propre façon de faire. Mais je vous encourage vraiment à contacter Frédéric ou moi-même pour vous aider concrètement à préparer vos... Si Frédéric en est d'accord, moi j'en suis d'accord, mais là, on rentre en négociation avec lui, à nous contacter pour travailler individuellement, probablement, ou en groupe. Je sais que tu animes des afterwork, Frédéric, mais ça peut être très intéressant de continuer de travailler. En tout cas, je suis persuadé que c'est un travail sans cesse, de longue haleine, et puis au bout de la Xème présentation, vous finissez par avoir vos propres moyens, propres certitudes. Juste par rapport, David, à ce que tu disais, parce que c'est ce que j'avais entendu aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça nous arrive, je sais que je maîtrise, donc, et moi le premier, des fois, je me dis, oh, c'est pas la peine, c'est bon, ça va revenir. Et il y a des notions qui ne reviennent pas. Pourquoi? Parce que, en fait, je fais tellement confiance à ma charge mentale, mais non, mais il y a des fois où, non, il y a trop de choses dans le mental. Donc, c'est pour ça aussi de les poser à l'extérieur, c'est intéressant. Pas forcément d'en écrire des tartines, mais de poser ce qui est important. Moi, je pose la structure maintenant. Ça, je sais que je passe de ça, je passe de ça à ça. Et le reste, je ne l'écris pas. Voilà. Mais comme disait Sylvain, ça dépend aussi de la personne que tu as en face, qui a besoin de se représenter ce que tu veux faire passer.
Mais encore une fois, je pense qu'il y a des choses qui sont des éléments qui sont incontournables, c'est le fil conducteur. Ça, c'est très important de structurer. Je pense que c'est important. Si vous visualisez les discours de Barack Obama, Steve Jobs, et j'en passe et des meilleurs, vous verrez qu'il y a toujours une structure. Il y a toujours une structure. Il y a toujours beaucoup le travail sur la voix, sur la posture, sur le regard qui balaye ou pas, mais il y a toujours de la structure. Ça, c'est vraiment une constante. Donc, donc ça veut dire qu'il y a de la préparation. Alors, Obama, de son cas un peu particulier, je pense, parce qu'il a été pasteur des mémoires pendant ses études. Du coup, il a beaucoup fait de présentations devant des auditoires régulièrement. Donc, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Plus son charisme, sa stature, sa taille. Voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent dans la technicité de ses discours. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est demander à un collègue ou à un ami ou à un membre de la famille de vous écouter ou de lire le support, demander conseil. Est-ce que ça te paraît clair? Parce que souvent, ce qu'on écrit, nous, en tant qu'experts, nous paraît extrêmement limpide. Mais lorsqu'on fait le lire à un novice, à quelqu'un qui n'y connaît rien, ça peut paraître très abscon, très complexe. Et je crois que la particularité d'un expert, c'est pas de parler de son expertise, mais c'est d'en parler simplement d'une manière compréhensible. D'autres questions, peut-être pour finir, on va pas tarder à clôturer, c'est passionnant. Samia, peut-être, je ne sais pas si je vois que tu apparais en Ah oui, non, j'avais pas vu que caméra. depuis tout à l'heure, mais non, je peux faire peut-être une petite remarque. Je suis en phase avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a aussi une chose, c'est de prendre en compte les remarques des autres. Moi, je sais qu'à la base, de nature, je parle très vite et c'est vrai que parfois, «Qu'est-ce que tu as dit?» Donc je me dis: «Bah, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans ma com». Donc du coup, je me dis: «Qu'est-ce que je pourrais améliorer?» Si on m'a fait cette remarque, bah, faut que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on se pose, on descend le ton de la voix, mais ça, c'est qu'avec de l'entraînement et l'entraînement, il se fait certes seul, mais je pense qu'il se fait aussi dans la vie de tous les jours, dans notre vie perso et dans la vie d'entreprise parce que, on est amené à présenter régulièrement au fur et à mesure des années et les personnes qu'on a en face justement, comme vous le disiez tout à l'heure, Sylvain, c'est des personnes qui ont quand même un certain niveau, qui sont en direction et dont on peut s'inspirer aussi. Voilà, moi, c'est vraiment comme ça que j'essaie de m'améliorer tous les jours, c'est de voir un peu ce qui se passe autour de moi et puis de me remettre aussi en question sur ce que je pourrais, améliorer, dans mon quotidien. S'il n'y a pas d'autres questions, déjà, je voudrais vous remercier. C'était très interactif et très intéressant. Merci, un grand merci à Frédéric. Vraiment, merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Je dirais simplement en conclusion que c'est un exercice fondamental, en fait, dans nos métiers. Si on veut cranter, progresser, développer notre influence, développer notre communication, cet exercice est vraiment fondamental. Et l'association a vraiment, dans sa stratégie, envie de vous aider à développer ces compétences-là. Et si besoin, peut-être un peu plus tard dans l'année, on pourrait tout à fait refaire un niveau supérieur, Frédéric. On y réfléchira, mais à cranter encore, à perfectionner nos membres au cours d'une nouvelle masterclass. En tout cas, je vous remercie très sincèrement de votre participation à cette masterclass. Et puis, n'oubliez pas, encore une fois, que nous avons des formations. N'hésitez pas à contacter l'association si vous voulez vous entraîner, vous exercer à la prise de parole en public. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.